Putain, je l'ai tourné. Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous donner envie de lire un roman. Quand j'ai découvert ce livre, j'habitais encore chez mes parents. C'est vous dire que cela ne date pas d'hier. À l'époque, il m'avait emballé. Récemment, un ami m'a confié que c'était son bouquin préféré. Cela m'a donné envie de le relire. Cette relecture a confirmé mon enthousiasme de ma jeunesse. C'est donc qu'il contient un message important pour moi, et pourquoi pas pour vous, qui a résisté à l'usure du temps. Il est rare qu'on apprécie les mêmes choses à 18 ans et au soir de sa vie. Il est peut-être temps que je vous dise qu'il s'agit de Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse. L'auteur est un écrivain allemand, né en 1877 et mort en 1962. Naturalisé suisse en 1921, il reçoit le prix Nobel en 1946. Bon, j'ai utilisé une petite édition de poche, chez Presse Pocket, mais ça se trouve sans doute chez d'autres éditeurs. L'auteur situe l'action au Moyen-Âge dans une région qui aujourd'hui se trouverait quelque part en Allemagne. Ce n'est pas ce qui est convenu d'appeler un roman historique, mais plutôt un conte philosophique. La structure du récit est annoncée dès le titre, car il s'agit de découvrir deux chemins de vie opposés, tels le yin et le yang, dont les caractères complémentaires se révèlent à la fin. Le livre s'ouvre et se ferme sur un monastère. Nous y trouvons Narcisse, un moine noir de poil et émacié à force de discipline spirituelle. C'est un érudit qui maîtrise le latin et le grec, un disciple d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'analyse, l'art d'établir des distinctions sont pour lui le meilleur moyen d'aboutir à la connaissance de l'âme humaine. À ce titre, c'est un personnage socratique qui pratique la maïotique, l'art d'accoucher les âmes pour susciter chez l'autre la révélation de sa véritable nature. Arrive Goldmund, un adolescent blond et florissant, d'une grande beauté, dont le père a décidé qu'il serait moine. Au début, Goldmund accepte cette décision et s'efforce d'être un bon élève. Il voit en Narcisse le modèle qu'il doit imiter. L'amitié qui naît entre eux donne l'occasion à Narcisse de découvrir la véritable personnalité de Goldmund. Narcisse explique à son élève qu'il existe deux races d'hommes. Ceux qui sont de la race du père et ceux qui sont de la race de la mère. Il révèle à Goldmund qu'il appartient à la race de la mère. Ce qui bouleverse l'adolescent dont la mère s'est enfuie du foyer conjugal alors qu'il était très jeune. Ce comportement socialement choquant, surtout pour le père, bafoué et humilié, a provoqué chez Goldmund le refoulement de tous ses souvenirs relatifs à sa mère. Ce que Narcisse vient de lui révéler va provoquer le retour de ses souvenirs, et il retrouve l'image de sa mère, grande, rayonnante, la bouche pleinement épanouie, la chevelure resplendissante. C'était une danseuse. Hermann Hesse s'appuie sur la tradition symbolique qui réfère le père au soleil et la mère à la lune. Goldmund signifie lune d'or. Il est le fils de cette mère qu'il a à peine connue, qui hante ses rêves et qui est la clé de sa véritable nature. D'ailleurs, la signification de son nom de baptême lui assigne un destin, aller à la découverte du principe féminin. J'ouvre une petite parenthèse pour mettre en évidence les référents culturels qui sous-tendent la pensée de l'auteur. D'abord la psychanalyse, freudienne, avec le thème du refoulement des souvenirs traumatiques, et aussi jungienne, avec l'utilisation des archétypes symboliques du soleil et de la lune. Et aussi cette danseuse, incarnation du principe féminin à l'origine du monde, qui fait penser à l'Esmeralda de Victor Hugo. Je parierais volontiers une bouteille de whisky 12 ans d'âge qu'Hermann Hesse avait lu Notre-Dame de Paris. Parenthèse dans la parenthèse,
L'origine du monde m'évoque le tableau de Courbet qui porte ce nom. Ce n'est pas sans rapport avec le roman de Goldmund, car au cours de son errance initiatique, il fréquentera beaucoup cette origine du monde. En bon élève, Goldmund tente d'entrer dans le monde solaire de Narcisse, monde qui s'efforce de saisir des vérités éternelles, celles qu'on dit métaphysiques. Mais l'accomplissement de son destin est de découvrir la réalité du monde régi par la lune, le monde du devenir, du changement, de la naissance et de la mort, celui où on connaît l'urgence d'aimer des formes instables qui vont se faner et puis disparaître. Comme tous les élèves rêveurs qu'un cours magistral ennuie, Goldmund crayonne. Il reproduit avec un talent inné les motifs qui ornent les colonnes du cloître du monastère. Il dessine les lettres grecques en leur donnant la forme d'un végétal ou d'un animal. Sa vocation d'artiste commence donc à se manifester. Le père abbé qui veille sur la santé des moines l'envoie hors du monastère pour récolter les plantes qui constituent la base de sa médecine. Et là, je suis sûr que vous avez deviné, il rencontre une jeune femme qui est fascinée par sa beauté. Ils échangent quelques mots et elle lui fixe rendez-vous pour le lendemain au même endroit. Je sais que, comme moi, vous pensez que l'auteur fait fi de toute vraisemblance. Mais nous nous trompons. N'oublions pas que Goldmund est très beau. C'est une sorte d'Alain Delon du Moyen-Âge. Si Alain Delon n'est pas votre acteur préféré, vous pouvez choisir parmi tous les mâles emblématiques celui de vos rêves pour suivre ma démonstration. De nos jours, nous sommes régulièrement confrontés, via les médias, aux plus belles personnes de la Terre. L'extrême beauté nous est familière. Ce qui n'était pas le cas pour une paysanne du Moyen-Âge, qui ne connaissait que les hommes de son village et alentour, qui n'étaient pas nécessairement moches, mais en tout cas ordinaires. Alors on imagine son émoi. Le mot est faible lorsqu'elle découvre un homme dont la beauté l'éblouit. À ce contact, sa féminité s'embrase et coûte que coûte, elle désire le connaître. Mettez-vous à sa place, qu'auriez-vous fait? Souvenez-vous du film de Pasolini, Théorème, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est en quelque sorte la même histoire. Donc Goldmund quitte le monastère et aussitôt perd son pucelage. Le même jour, Narcisse achève son noviciat. Toujours ce thème de la dualité. Entrer dans le monde charnel et entrer dans le monde spirituel. Eros et agapé, comme disaient les Grecs. Commence alors pour Goldmund une longue errance à travers le pays. Il voyage à pied de village en village et partout les femmes succombent à son charme. Il ne reste jamais longtemps au même endroit, dort à la belle étoile. C'est un vagabond qui marche obstinément vers son destin. Un jour, du haut d'une colline, il aperçoit une ville et décide de s'y rendre. Sur le chemin se trouve une chapelle. En souvenir de sa vie d'avant, il décide d'aller y prier. Il découvre une statue en bois représentant la Vierge, une Madone. L'humble beauté de cette œuvre le subjugue. Il en observe tous les détails qui révèlent la maîtrise de celui qui l'a produite. Il interroge le curé pour connaître l'auteur de cette merveille. C'est maître Niklaus, un artiste de grande renommée, installé dans la ville voisine. Goldmund vient de rencontrer son destin. Il sera l'élève de cet homme. Il va de soi que je n'évoque pas toutes les péripéties, les personnages secondaires qui font le plaisir de la lecture, car Hermann Hesse est un grand de la littérature. Il faudra plusieurs années pour que Goldmund devienne un sculpteur émérite. Le thème de la tradition et de la transmission des connaissances est bien évoqué. Quand maître Niklaus reçoit la commande d'un ensemble de sculptures, il charge Goldmund d'en réaliser le motif central, un Saint-Jean. Goldmund décide de s'inspirer de Narcisse, auquel il n'a jamais cessé de penser. Il en résulte un chef-d'œuvre. Le vieux Niklaus n'en revient pas. Son élève l'a surpassé. Du coup, il lui offre de prendre sa succession et la main de sa fille en prime. Goldmund n'accepte pas de devenir un bourgeois sédentaire. Il reprend donc sa vie de nomade,
qui le conduit dans une région où sévit une épidémie de peste, fort bien décrite dans toute son horreur par l'auteur. L'omniprésence de la mort lui rend encore plus vifs les charmes de la vie. Il séduit une très belle femme, qui est l'épouse de l'homme qui détient le pouvoir dans cette région. Je ne vous révèle pas ce qui adviendra, pour ne pas déflorer le plaisir de ceux qui auront la chance de lire ce livre. Il retourne au monastère sous la protection de son ami Narcisse. Là, il reprend son travail et produit des œuvres pour orner les bâtiments. Ce récit est avant tout aussi l'occasion d'une profonde méditation sur la réalité de la démarche de l'artiste. Je vais vous faire une citation. Ouvrez les guillemets. L'art était la fusion du monde paternel et maternel, de l'esprit et du sang. Il pouvait partir du fait le plus concret et mener au plus abstrait, ou bien prendre son point de départ dans le monde des idées pures et trouver sa fin dans la chair pantelante. Toutes les œuvres d'art vraiment hautes, toutes celles qui n'étaient pas simplement des tours de passe-passe réussis, mais restaient pénétrées de l'éternel secret, possédaient ce double visage inquiétant et souriant, ce caractère masculin et féminin tout ensemble, ce mélange d'instinct et de pure spiritualité. Fermez les guillemets. À la fin du livre, la relation entre le maître et l'élève s'inverse et c'est Narcisse qui comprend que l'art, qui s'appuie sur la matière, permet de saisir le secret de l'être et de l'exprimer de façon bien plus vivante que ne le peuvent faire la plupart des penseurs. On voit bien, si on se pénètre de cette vérité, que le dualisme est une illusion qui est incompatible avec la religion de l'incarnation. Voilà les amis, j'espère en avoir assez dit pour vous donner envie de lire ce livre. Si les commentaires sont possibles, ce qui n'est pas toujours le cas sur YouTube, n'hésitez pas à dire ce que cela vous inspire.